commentaires. Si d'abord vous pouvez quand même nous expliquer un peu concernant quand même ce secteur informel. On l'a dit tout à l'heure, 1000 milliards. Aujourd'hui, est-ce que quand même ce secteur informel est pris en compte? Si vous regardez au Sénégal, il y a moins de 400 000 salariés, privés comme publics réunis. Hein. Et vous, dans votre secteur, vous avez des gens qui sont dans le secteur informel. Vous avez beaucoup de dockers que vous utilisez comme ça. Je crois que donc, durant une période, après vous les laissez partir. Ou bien c'est pas comme ça? Oui, bon, je vais revenir à la question sur le secteur informel. Oui, mais je voudrais juste rebondir par rapport à ce que Dr Diagne a eu à dire et qui est vrai. Aujourd'hui, cette crise quand même a replacé l'État au centre de la question économique fondamentale. Nous savons que dans le cadre de la mondialisation, l'économie était un peu plus, disons, entre les mains du secteur financier. Aujourd'hui, si on prend par exemple, à titre d'exemple, ce qu'on appelle l'économie non réelle, hein, tout ce qui est spéculation, etc., représente même 2 voire 3 fois plus en termes de PIB par rapport au PIB mondial. Bon, donc 2 fois, 3 fois le PIB mondial. Ça voudrait dire que donc, ce qu'on appelle l'économie réelle, la vraie production, n'est-ce pas, agricole, industrielle, de services, va être replacée dans son contexte. Et c'est à ce niveau que l'État, n'est-ce pas, devrait agir, et l'État est en train d'agir à ce niveau. Mais à l'échelle mondiale, il faut qu'on sache qu'il y a un autre combat qui sera certainement posé après le Covid par rapport, disons, aux flux financiers, par rapport à la question boursière, par rapport à la spéculation. Aujourd'hui, il nous arrive, nous autres Africains, que les prix de nos matières premières soient fixés à notre insu, n'est-ce pas, au niveau de Londres, au niveau des autres pays, parce que tout simplement, c'est le jeu, le marché virtuel de l'offre et de la demande. Et à ce niveau, il y a de la marge. Pour revenir toujours par rapport également au rôle des banques centrales, je sais qu'au niveau de la banque centrale, il y a le levier qui est déjà mis en place pour injecter de la liquidité au niveau des banques commerciales, avec des conditions beaucoup plus douces pour le secteur financier. Même l'État du Sénégal déjà a mis 200 milliards, n'est-ce pas, pour l'accès au financement, n'est-ce pas, des banques. Et c'est important à taux, disons, plus ou moins accessible, n'est-ce pas? C'est compris dans l'enveloppe de 1000 milliards. Par rapport à l'accompagnement du secteur informel, disons que la notion de secteur informel est assez galvaudée. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le cadre du tissu économique qui, par le biais de ces crédits, peuvent quand même accéder, n'est-ce pas, à l'accompagnement de l'État. Sans compter également toutes les dispositions à caractère social, n'est-ce pas, qui sont mises en œuvre, notamment par rapport à la résilience, disons, sociale. Et je sais que sous ce rapport, le secteur dit informel est pris en charge. Maintenant, effectivement, il va falloir agir davantage par rapport au système de production, par rapport à ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire. Et sous ce rapport, cette crise quand même, avant que cette crise ne soit là, le processus était déjà mis en place par rapport à la résilience, par rapport à l'accompagnement de ce vaste secteur de l'économie sociale et solidaire. Il y a même un ministère qui est consacré exclusivement à cette économie sociale et solidaire. Les financements que l'ADER, Délégation générale à l'emploi rapide, était en train de mettre en place, ça visait en réalité ce vaste secteur de ce que j'appelle les TPE, les toutes petites entreprises, le coiffeur du coin, le vendeur de couscous du coin, etc., etc. Donc, et ce dispositif est toujours là. Mais ce dispositif, vous l'avez pris, c'était avant quand même la crise. Maintenant, la crise est là, vous avez sorti 1000 milliards. Ce dispositif est renforcé. Vous avez pu quand même établir ce secteur informel. Ce dispositif est renforcé. Je peux même donner des exemples concrets. Je sors d'une réunion avec la Délégation générale à l'emploi rapide pour accompagner dans l'urgence, pour voir comment accompagner dans l'urgence les acteurs de la filière oignons et pommes de terre. Nous avons tenu une réunion avec l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, la direction de l'horticulture, le COSEC et la Délégation générale à l'emploi rapide pour voir comment agir ensemble dans le cadre du programme de résilience en direction de ce secteur-là. Et je sais qu'une voix beaucoup plus autorisée que la mienne donnera, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants de cette forte implication. Je sors également d'une autre réunion avec les acteurs de la filière horticole, qui est une filière inquiète,
Parce que tout simplement, comme vous le savez, le Sénégal, ces 2 dernières années, a fait des records, n'est-ce pas, en termes d'exportation de cette spéculation. Mais au sortir d'une réunion que nous avons tenue, l'ADER, le COSEC et également ces acteurs, plus les banques, on a mis en place un dispositif, n'est-ce pas, de financement de ces acteurs avec la conditionnalité que le producteur, le tout petit producteur, puisse être payé au juste prix, n'est-ce pas, puisse être payé au juste prix dans le cadre de cette économie sociale et solidaire. Mais les exportations, se passe comment? Maintenant, c'est fini, toutes les frontières sont fermées, vous pouvez vous exporter? Non, en fait, non, il ne faut pas... c'est pas comme ça? Non, les gens ne voyagent pas avec leurs marchandises. Aujourd'hui, le secteur maritime continue à amener des marchandises, les bateaux continuent à travailler, et même sous ce rapport, l'économie continue à fonctionner pas de la même manière. Pas de la même manière. Pourquoi les États ne veulent pas aller très vite vers le confinement généralisé? Parce que le confinement généralisé signifie simplement plus ou moins l'arrêt de l'appareil de production. Ça, il faut le comprendre comme tel. Et nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui continuent à exister, à fonctionner. Même si c'est un fonctionnement peut-être qui ne se fait pas de la même manière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je rejoins le docteur Diagne sur son plaidoyer fort par rapport au comportement individuel. Il faut que chaque Sénégalais sache que ce combat, ce n'est pas un combat de l'État seulement. C'est un combat communautaire, c'est un combat individuel. Et pour qu'on sorte de cette crise dans les meilleures conditions, il faut que chaque Sénégalais joue son rôle en termes de gestes barrières. Et les gestes barrières, il n'y a pas un investissement extraordinaire qui soit lié aux gestes barrières, cher. C'est juste un masque, c'est juste du savon pour se laver, c'est juste rester chez soi ou juste aller au niveau du lieu de travail et rentrer chez soi. C'est le respect des distances sociales. Donc, ce n'est pas des investissements, disons, colossaux à l'échelle de l'individu. Et plus on sera discipliné par rapport à ces gestes barrières, plus on sortira de cette crise. Et au-delà de cette crise, l'Afrique également, le Sénégal inclus, pourra rebondir davantage par rapport déjà, ne serait-ce que par rapport à la démystification, n'est-ce pas, de l'Occident qui était considéré comme quasiment infaillible, qu'on découvre aujourd'hui vulnérable. Il va falloir qu'on se ressaisisse et qu'on s'articule davantage autour de l'économie réelle. Et ça replace la pertinence des choix du chef de l'État par rapport à l'émergence du Sénégal, par rapport au dispositif qui était enclenché pour accélérer le développement endogène de ce pays. Il va falloir accélérer davantage ce dispositif. Mais auparavant, il faut sauvegarder l'outil de travail, l'outil de production, et c'est ce que vise le programme de résilience économique et sociale. Je reviens à vous tout à l'heure, parce que vous avez soulevé des points importants concernant quand même ce programme lancé par le chef de l'État. Certains disent